À quoi ça sert? Ça veut dire quoi ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est où? C'est qui lui? Un jour, une question. Pourquoi y a-t-il eu la Seconde Guerre mondiale? C'est le 8 mai 1945 que s'est terminée cette guerre, la plus meurtrière de l'histoire. Les historiens estiment ainsi que plus de 50 millions de personnes, militaires et civiles, ont été tuées lors de ce conflit. Pour comprendre ces causes, il faut revenir à la fin de la Première Guerre mondiale, en 1918. En 1919, les pays vainqueurs, la France, le Royaume-Uni, les États-Unis et l'Italie, imposent des punitions très sévères à leur principal ennemi, l'Allemagne. Les Allemands doivent payer des sommes énormes et doivent rendre les régions d'Alsace et de Lorraine à la France. En 1933, Adolf Hitler arrive au pouvoir en exploitant l'idée que le chômage et la pauvreté en Allemagne sont de la faute des pays étrangers et des Juifs. Il met en place une politique agressive pour contrôler d'autres territoires européens. Par exemple, il annexe l'Autriche en 1938. Pour lui, il est vital d'augmenter le territoire de l'Allemagne et d'effacer le souvenir de la défaite de la Première Guerre mondiale. Hitler est encouragé par le manque de réaction des grands pays européens qui n'ont pas envie de faire la guerre. L'Allemagne noue également des alliances avec des gouvernements autoritaires, en Italie et au Japon. Le 1er septembre 1939, continuant sa conquête d'autres territoires, l'Allemagne attaque son voisin, la Pologne. Pour défendre la Pologne, la France et le Royaume-Uni déclarent la guerre à l'Allemagne, le 3 septembre 1939. Le système des alliances va entraîner d'autres pays dans le conflit qui dépassent les frontières de l'Europe pour devenir une guerre mondiale. La guerre, elle s'est déclarée en 1939, j'avais 9 ans. Jusqu'à 1944, après, à 14 ans, c'est là que j'ai passé le certificat d'études. Il était invité, il fallait qu'on s'en sorte. En 1940, j'avais 3 ans. Je suis né à Rovarandin le 22 juin 1937. Quand j'étais tout petit dans la voiture d'enfant, 3 ans, 1940, je commençais déjà à parler. Et quand je voyais un Allemand qui se penchait sur moi pour me dire bonjour, je disais « Hitler, un fou !» Je suis du 26 septembre 1935, donc j'avais que 4 ans. J'habitais au coin de la rue du Cornet et de la rue Voltaire. Moi, je suis née rue Voltaire. 6 ans, l'âge. Ouais. L'un comme l'autre, quoi, hein, puisqu'on est d'âge. C'est la classe. Henri-Laine, anciennement rue Jules Guesde. Et moi, j'habitais au bout de là, anciennement, enfin, la rue Joffre. 3 ans, quand mon père est parti, et j'avais 8 quand il est revenu. C'était 68 rue Pasteur dans le temps. Là, j'ai toujours habité là. Je suis née là. Et j'ai toujours resté. Hein. On a évacué. Pendant la nuit, au mois de mai, on est passé dans les maisons par ici, en frappant dans les trucs. Il faut partir, il faut partir. Les Allemands, il faut partir. Mon père et puis quelques-uns, ils ont cherché les camions, le chariot, le cheval, avec un dindon pour le manger sur le truc. Puis on est parti. On a pas beaucoup de monde sur la route. On ne pouvait plus passer tellement il y avait du monde. Et là, il y avait des avions allemands qui passaient pas très loin. Parce que quand on a évacué, c'était les Allemands qui nous suivaient. Hein. Ils arrivaient derrière nous. Hein. Alors là, c'est là que mon père qui a voulu repartir, il a dit c'est pas la peine de s'en aller dans le feu, autant mieux retourner directement. Parce qu'on arrivait, on s'en allait, mais il fallait aller faire la queue pour avoir un morceau de pain. Ouais. Ah ouais, il y avait du monde, tous ceux qui étaient partis de leur maison, ils étaient là, l'un après l'autre, ils faisaient la queue pour avoir un morceau de pain. Alors mon père il dit, pour avoir faim ici, autant mieux ça à la maison. Et on a évacué aussi. On a été à Billy-Berclos, à pied. Enfin, moi j'avais la coqueluche. Alors moi j'étais dans la voiture, maman elle m'a poussé. Et en face, la ferme de Chibutwil, c'est Marie-Paul Groin en somme, hein,
Sidonie, elle disait, ne partez pas, ils vont tout démolir vos maisons pendant que vous êtes partis. Eux, ils ont pas. Et c'est vrai que quand on est revenu, c'était à moitié démoli. Hein. À l'évacuation, mes parents sont partis, on est partis. Moi, je suis monté on m'a mis dans un landau. On est allé jusqu'à Courcelles, et à Courcelles, il y a un monsieur, sans doute le monsieur qui avait dit à sa famille, puisqu'on suivait tout le monde. On suivait. Il ne faut pas aller plus loin, parce que par là... Vous allez vers les Allemands. On fait demi-tour. Quand on est rentré, mon papa, il a pris, on lui, je ne sais pas par quel hasard qu'il a su, sans doute monsieur le maire de Rabeaucourt a été averti, 7 personnes de ma famille qui étaient tuées. Dont ma grand-mère, 4 cousins, un oncle, une tante, 2 oncles et une tante. C'était la sœur de mon papa avec son mari. Le ménage a été tué, les 2 enfants et du bombardement qui avait eu lieu là-bas en 1940. Ouais. Ici, nous sommes dans le Pas-de-Calais, on est allé avec des fermiers dans une charrette et tout. Moi, j'étais dans la charrette tirée par un cheval ou 2. Et on est parti du côté de Bruy-en-Artois, plus loin qu'on est allé. Ça a bien duré un mois, puis après on est revenu quand c'était occupé, là, ça y était, ils étaient là. D'ailleurs, ça n'a pas tellement servi à grand-chose d'évacuer, puisque certaines personnes ont retrouvé leur maison pillée, vidée, il n'y avait plus rien. Je n'allais pas encore à l'école quand ça a démarré. L'école, je crois que c'était vers 6 ans à l'époque. Hein. Il fallait attendre 14 ans à ce moment-là pour passer le certificat d'études. On ne pouvait pas le passer avant. Et je l'ai eu, j'ai eu mon certificat d'études. C'est-à-dire, on allait à l'école à pied. 4 fois par jour. 4 fois par jour, au matin, on revenait manger parce qu'il n'avait pas de cantine. Et puis on repartait pour 2 heures et jusqu'à 5 heures. Ouais. Et à 5 heures, on sortait de l'école. Voilà, et on ne faisait pas l'école le jeudi. Jeudi. Mais on faisait l'école le samedi. Voilà. Tout ce que je me rappelle, c'est qu'on était à l'école. Là, c'était pas dans la guerre. On était sous les préaux et on nous avait mis des grosses bottes de paille. Carrées, là, les bottes de paille carrées. Devant le préau, et on a été mitraillés. Un avion qui venait de Le Forêt, il nous a mitraillés. Les bottes de paille, ça nous protégeait certainement. Je vais te dire, c'est l'avion qui a passé entre l'école des garçons, l'école des filles au-dessus, et il est tombé à Le Forêt. Et le parachute, il est tombé chez... à la Marionnette. À la Marionnette. Mais comme ça, anciennement la Marionnette. Qu'on a raconté tout à l'heure. Voilà. Et puis c'est les Allemands qui sont venus chez une tante, croyant que c'était le parachute qui était dans le pré. Et puis c'était un drap qui était en train de blanchir. Au soleil. Au soleil. Voilà. Quand il y avait une alerte, on allait à la salle des fêtes, c'était à l'ancienne salle des fêtes, de Rovardin. Puis on allait en bas, au fond, à la cave. On était là, et puis on lisait, ou bien on faisait un peu de leçons, que madame elle nous donnait des leçons. Mais on avait peur quand même, on se demandait si les bombes qui n'allaient pas tomber là aussi. Hein. Mais enfin, ça a été. Mais j'étais souvent chez Marie-Jeanne, la maman de Bernard. C'est elle qui m'a appris à lire, qui m'a appris à écrire. Après, elle me lisait beaucoup les contes d'Andersen ou les contes de Perrault. Et c'est là que j'ai eu le goût de la lecture tout de suite. Et encore maintenant, j'adore lire. À l'époque, c'était 6 ans qu'on commençait à l'école maternelle. À la récréation, quand les Allemands passaient en groupe, on courait tout de suite aux grilles les voir. Et pour nous, c'était quelque chose d'extraordinaire de voir des soldats passer. C'était bien sûr des Allemands et on entendait leur bruit, les dashs qu'ils avaient sous les bottines qui faisaient un certain bruit qu'on a encore dans les oreilles. C'est vrai. Après l'école, on l'a arrêté. L'école, forcément, les Allemands ont pris possession de l'école. C'était leur logement. Enfin bref, et la roulante, elle était la sortie. Et c'est là que les Allemands, des vieux Allemands, ils étaient pères de famille,
Et il disait broute, broute. Alors il donnait du pain. Et il y avait des pots de confiture en boîte, confiture d'orange, je m'en rappelle. Et puis on frottait, on récurait la boîte, alors on avait de la confiture jusqu'au coude, quoi. Mais bon, c'était ça. Comment subvenir à ses besoins en période d'occupation? L'Allemagne se sert d'abord et la France tire la langue. Après, moi, manqué de quelque chose, je ne me souviens pas parce que j'étais fille unique. Automatiquement, on avait le jardin. Mon papa avait eu un Holzwels pendant la guerre. Qui travaillait aux parce mines. qu'il travaillait aux mines, il y avait eu un Holzwels. Donc, il pouvait se permettre de passer parce qu'on était confinés le soir. Ah ouais. Fallait pas de lumière, on mettait du bleu sur les carreaux pour pas de lumière. Pour pas que les avions voient des lumières. On mettait du bleu sur les carreaux. Donc il y a une certaine heure, il fallait être entré. Et mon papa, donc il profitait de cet Oswald là pour aller à la mairie, faire des boîtes de pâté, de viande pour envoyer aux prisonniers. Et donc il se faisait arrêter ou pas, je sais pas. Donc il profitait. T'as laissé passer à l'Oswald. Ah ouais. On faisait du beurre avec du beurre matteux, du beurre mateur avec. Ouais, avec du lait. Du lait. Du lait en batté. Papa, il avait fait dans un pot de confiture les grands pots à bonbons en verre, là, il avait fait un couvercle en bois, puis un batteur dedans, là, on mettait le lait, puis on battait, puis on avait un petit morceau de beurre. Morceau de beurre, ben oui. Enfin voilà. On voit donc apparaître les cartes de rationnement, les coupons, les tickets. Vous êtes fournis en fonction de votre âge et de votre activité. Le rationnement concerne tous les produits, mais les manques sont criants. Chaque ménage, enfin. Autant de tickets, et on a la boulangerie avec ses tickets. Mais le pain, il fallait lui donner 500 grammes, mais quelquefois le pain il pesait 450 grammes. Il coupe un morceau, il met tout. Et on avait, c'est le croûte qu'on mangeait en route en revenant, quand on allait chercher le pain. Nous, on n'avait pas loin, puisque c'était au bout de la rue. Ouais. Donc, on a passé des tristes moments. C'est vrai qu'on avait faim, on n'avait pas ce qu'on voulait, mais je ne sais même pas si on se rendait compte. Vous voyez? Je ne sais pas. Parce que ma mère, elle a réussi à nous faire manger quand même. C'est tout des rutabagas, c'est tout des fruits, des grosses marmites et des rutabagas. On était à 7 enfants. Et on était à 9 à la maison, il fallait donner des rutabagas, des topinambours, il y avait tout, des fricots comme ça. Bon, enfin, ils se sont débrouillés. Je dis tout le temps, on est encore en vie, et bien pourtant. Nous, on était des petites fermes, on était contingentés en beurre, il fallait qu'on reporte du beurre, ça partait pour l'occupant, hein. Du blé, aussi long, mais il y avait une partie qui partait pour l'occupant certainement. Alors le blé, on le portait au silo à Frémaré, et le beurre, on le portait dans une ferme, 20 cours, à Rabocourt. Et nous, on avait des tickets, à l'époque, pour aller chercher du pain. Aller chercher du pain, il y avait une boulangerie Butouille, dans le bas de Rabocourt, on allait chercher son pain, et il coupait, il lui pesait la tartine, hein, quelquefois. Au gramme près. Hein. Mais mon père, lui, il y avait un moulin, il s'était procuré déjà avant la guerre, un moulin, un beau moulin on faisait en douce, comme le grappiller des réserves de grains, on faisait notre farine, mon père, farine, triée, hein, grande farine, la fine fleur, la farine complète, et puis le sang pour les animaux. Et tout ça, on faisait le pain dans un four qui était là, mais qui est démoli maintenant. Ça, c'était la façon de nous faire une petite ferme pour manger. Mais par contre, pour certains, c'était difficile. C'est pour ça qu'à l'époque, oui, le ravitaillement, les nourritures, c'était pas facile. Il y avait aussi les tickets de rationnement. On avait droit, je ne sais plus combien, de pain, de viande et tout. Et alors, il y avait toutes les semaines, mon père prenait son vélo, il allait faire ce qu'il appelait sa tournée dans les fermes, dans les régions Couty, Chorchy ou chez les Orchy. Il nous ramenait du beurre, des œufs,
J'ai vu aussi de l'huile qui était aussi assez dure à trouver. Ouais, c'était une époque exceptionnelle. Les houillères nous donnaient un contingent de charbon par... ça allait, on arrivait à s'en sortir quand même, ouais. Fromage. Et pour pallier les manques, on se débrouille. C'est là aussi que naît le marché noir. Ceux qui ont des stocks vendent à prix prohibitif. Comme on était dans une ferme, ça allait. On y arrivait tout le temps. Puis après, je faisais un petit peu le marché noir, puisque je partais avec ma voiture, l'enfant, avec ma poupée. Dedans, on mettait un petit peu d'environnement. J'allais jusqu'à la boulangerie, c'est des marquettes. Maintenant, c'est Fosner-Haro. Et je revenais avec des biscuits pour envoyer aux prisonniers de guerre. Par contre, il y avait les tickets. Et les personnes âgées, qu'on appelait les vieillards à l'époque, ils avaient des tickets. Alors maman, elle avait un ticket enfant pour moi, donc c'était une plaque de chocolat. Ça, c'est un souvenir. Hein. Alors maman, ma plaque de chocolat, elle l'ouvrait bien, elle enlevait le papier argenté, elle me faisait rogner tout le tour de la plaque, elle remballait tout et elle disait, bon, un coup c'était pour papa, un coup c'était pour Parrain Roger, le frère de papa, un coup c'était pour Nicolas et Louis, les frères de maman. Et moi, il fallait que j'aille travailler dans les champs. Puis après, il y avait le couvre-feu. Il fallait être entré, je crois que c'était 17h. C'était toujours comme ça, ouais. Et alors, on repassait, il y avait des maisons, c'était éclairé, les Allemands dans les maisons qui dansaient. Ça me passait parce que nous, il fallait se dépêcher d'être entrés. Et le bruit des bottes, hein, tchoum, tchoum, tchoum. De toute façon, on les appelait les poches au valet-cheleux. Ouais, c'était des moments terribles. Ah oui, le soir, oui. Puis on entendait passer les patrouilles d'Allemands là, avec leurs dash, comme je disais tout à l'heure, qui faisaient un certain bruit le soir. Là. Après, ça devait être après 20h. Ouais. On devait éteindre les lumières, on fermait les volets. C'était une époque aussi, de temps en temps, on entendait la sirène, tout le monde. Et mon père avait fait un abri dans le jardin, dans le sous terre, qui avait protégé au-dessus des tôles et tout. Et à chaque fois qu'il y avait quelque chose qui se passait, hop, on se sauvait dans l'abri. Douai, 11 août 1944, 16h. Ce 11 août 1944 à Douai est une journée pour le moins normale. Un ciel ensoleillé et les températures estivales. Les habitants sont de sortie en ville pour flâner dans la cité des géants. Quand tout à coup, une alerte annonce l'arrivée d'avions dans le ciel douaisien. Tout le monde se précipite aux abris. Les 120 bombardiers britanniques, néo-zélandais et australiens survolent le territoire et commencent un bombardement infernal. Pour les habitants de la ville, ce sont les 25 minutes les plus longues de la vie de Douai. Les habitants sortent peu à peu des abris et des caves. Le spectacle est désolant et le bilan humain très très lourd. Cette journée-là, on dénombre plus de 200 morts, dont 3 Rimbaud-Courtois, Fernand et Marie Bouquerel et Augustin Tirmont, et plus de 3600 maisons rasées. Chaque année, le 11 août, le bourdon de l'hôtel de ville sonne à 16h, à la mémoire des victimes du bombardement de la Seconde Guerre mondiale. Il y a un bombardement, il y a une forteresse volante qui passait par groupe. Alors ils lâchaient leurs bombes sur les points principaux, quoi, la gare, puis il y avait une usine à Arbel à côté, là, tout ça. Et puis là, c'est leur bombe. On était là, devant la maison. Bon, donc Emile était là, mais on regardait ça de loin. C'était là dans la journée, hein, en plein après-midi, sans tomber. Puis ça craint. Et là, j'ai pris un vélo, puis je suis parti voir. Le vélo sur l'épaule, je m'appelais très loin, hein, tous les trucs qui portent les maisons démolies, les lits, les armoires ventre. Et il y avait des idées, mais là, je suis revenu, là, je ne peux pas aller plus loin. La gare, elle n'existait plus. Hein. On ouvrait les fenêtres et puis on voyait tous les bombes qui tombaient sur Douai. Oh, alors pour moi, dans ma petite tête, c'était des grosses grappes de raisin qui tombaient. Je ne savais pas que c'était des bombes. Une autre fois, je suis allé avec mon papa à vélo voir les destructions de ces bombes qui étaient tombées sur Douai. Et on dirait que je vois encore les bombes sur les côtés, sur les non explosées. Non explosées.
J'étais partie à vélo avec Micheline Mouchon, de la ferme Mouchon par en haut, où il y a maintenant l'abbé Pierre. Ouais. On avait chacun vélo, je ne sais trop comment il était, une roue petite, une roue grande, enfin bref. Et on dirait que je vois encore ces bombes sur le trottoir là, malgré que j'avais 7-8 ans peut-être, mais ça c'était dans les années 43-44, presque à la fin de la guerre. De chez nous, on voyait tomber des bombes des avions sur la gare et puis sur la ville de Douai. C'était vraiment spectaculaire et aussi ça faisait mal, ça faisait peur. Hein. Ouais. Parce que mon père il était au Stalag 11B, à Falag-Bostel, ça va. J'ai toujours retenu. Hein. Ils étaient prisonniers, mais ils n'étaient pas trop malheureux, ils étaient dans des fermes. Ouais. Mais on envoyait des colis. Je sais que ma mère, elle faisait des colis. Comme ça, ils pouvaient se partager. Eh ben, le jour de la rentrée de mon papa de la guerre, je me souviens, quand il est parti, il était habillé avec un pantalon rayé parce que j'avais été chercher une loge dans l'étable à Paris-Roger pour lier au pied de la cuisinière. La cuisinière, elle était violée, donc je me souviens bien. Et le jour qu'il est rentré de la guerre, c'était un dimanche, le 29 juillet 1945, l'avant-dernier de Rimbaudcourt. Et tous les gens de Rimbaudcourt, ils allaient accueillir le prisonnier qui rentrait de la guerre. Ça, c'était automatique. Et puis après, pendant qu'on a été partir chercher papa, ben, tous les coins, chez Barat, chez Butruil, chez Tantante, tout ça, ils ont tué des lapins, je sais pas trop, ils ont fait cuire et on a tous mangé dans la cour. C'était un dimanche mémorable, je ne pourrais jamais l'oublier. Hein. Oui, on a entendu comme un vrombissement lourd, comme un avion à réaction, mais plus gros. Et puis un sifflement en même temps, et puis une grosse déflagration. Et le V1, il est tombé pas loin, là. À la sortie de Rimbaudcourt, c'était un gros entonnoir. Il y avait un champ de choux qui était là, il n'y avait plus une feuille dessus. Il restait plus que les bâtons. Du souffle. Il y avait de l'inquiétude, c'est qu'on savait tout plein de soldats qui étaient ici, qui remplissaient les garages pour se cacher. Les Stukas qui passaient à 200-300 mètres au-dessus, et puis qui faisaient quelquefois un bruit de sirène pour effrayer les gens. Un Stuka, c'était un avion, il était très précis dans les bombardements, un avion allemand. Et là, on craignait pour tout. Une bombe sur la ferme, il n'y avait plus rien. Et j'ai même vu un truc. Au bout des années, l'avion est tombé là. Donc l'histoire, elle est là. J'ai sorti du cours derrière. J'ai rencontré le pilote soutenu, je me répète là, soutenu par les officiers allemands qui faisaient un bandoulière. 2 Allemands qui le soutenaient, il avait du mal à marcher. Il était en blouson de cuir, il était bien, mec, costaud. Hein. Mais il y avait plusieurs soldats. Et là, moi, je suis filé jusque-là. Au fumée que ça faisait encore. Puis je suis arrivé chez là que j'ai vu les dégâts de l'avion. Mais j'ai vu que des trucs tordus, hein, puis des flamèches. L'avion venait juste de tomber. C'est bizarre, c'est une époque. C'est bien marqué comme époque, ouais. Pourvu que ça ne revienne pas. Pourvu que ça ne revienne pas. Mais moi, je me rappelle, c'est quand ils sont arrivés, les premiers Anglais. Les premiers Anglais, c'était en 1939, hein. Et il y en avait un qui... Enfin, ils logeaient à Roquevarandin à ce moment-là. Il y avait c'était des pâtures, des champs. Ils avaient monté des... Comment on dit? Pour monter la garde. Et puis... Ouais. Et puis, il y en avait un qui venait à la maison. Il venait tous les jours. Ma mère, elle avait dit de venir. Je ne sais pas comment elle a réussi à l'avoir. Et puis, il venait. Et puis, on lui donnait à manger, bien sûr. Puis, il parlait avec nous. Et c'est lui qui m'a appris un petit peu à parler l'anglais. Il voulait que je...
J'étais tout chaud. Alors il me prenait en amitié, puis il m'a fait apprendre un petit peu l'anglais. Je sais dire je comptais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Après j'ai un lui arrive, un lui arrive, marche, après. Ah ouais, les mots et voilà, tout. Bah les ouais, mots. bien. Et ouais, je commençais. Il y avait livre français, anglais, il m'apprenait. Moi, j'étais un instituteur. Et j'ai fait arriver un gamin avec 2 Allemands. Et le gamin, impossible de me rappeler qui est ça. Il me dit, je me rappelle, ça dit Eliane. Ils veulent se faire couper, ils veulent couper leurs cheveux. C'était 2 Allemands qui étaient venus voir maman pour couper les cheveux parce qu'ils avaient su que ma mère coupait les cheveux. Alors, je suis repartie avec eux, Et donc, je suis rentrée, ma mère, elle a coupé les cheveux, l'autre qui était resté, et a sorti de sa poche une photo. Il y avait une femme avec des enfants, il m'a fait voir la grandeur, et puis il m'a donné 2 images qu'on donnait 10 bons points pour en avoir une. Pour moi, c'était de l'école des garçons qu'ils avaient récupérée. À l'occasion, si on entendait les Allemands, boum boum, là-bas, là on n'osait plus bouger, hein, ils étaient quand même dans Rébaucourt. La commandature, c'était en face de l'école des garçons. La maison de Chédoué qui est tombée en ruine, c'était une des plus belles maisons de Rébaucourt. Je me souviens, à côté de chez moi, il y avait une petite fermette, il y avait une ancienne grange, et là, il y avait ce qu'on appelait les FFI, en 1944, là j'étais en rendais plus compte, et mon père qui avait été militaire en Allemagne, il apprenait les jeunes avec lui à tirer au fusil mitrailleur, ils sortent tout en faisant attention de ne pas le faire au moment où il y avait des Allemands dans le secteur. Oui, des choses que je n'oublie pas. Oui. Quelques Anglais qui ont logé chez nous pendant 40, ils étaient là, les Anglais. Et je me souviens, il y en avait un qui s'appelait John Tebbutt, et puis un autre, c'était son surnom, Escape. Oui, c'est ça, je me souviens plus ou moins. Si on avait quand même peur, et une fois je suis parti aussi avec mes parents, là, à Montchaud, là, pas loin d'ici, et il y avait je sais pas, un genre de commandature qui était là, et ça, on les voyait, là, qu'ils étaient là avec leurs armes au poing et tout, ça faisait... On a eu peur quand même, hein. Et leur uniforme, couleur vert de gris, c'était pas vraiment sympathique par rapport aux coquilles, les troupes américaines qui étaient plus beaux à voir. Il voulait voir mon père, et ma mère, elle disait, il travaille de nuit, alors il dort dans son... Si vous voulez, je vais les réveiller. Il dit, oui, je veux le voir. Alors elle a monté. Il y avait tout plein de tracts sur la table de nuit. Elle les a attrapés, elle a mis des instruments. Elle racontait toujours comme ça. Hein. Et elle a pris dans l'armoire. Elle a vu la cravate avec le faucille et le marteau. Oh, elle a attrapé aussi. Elle savait qu'il y avait là. Hein. Il faisait de la résistance. Hein. Et quand elle est descendue, elle dit, vous pouvez monter, mon mari est réveillé. Et là, elle a bien vite été à son feu, qui avait du feu au charbon, et elle a fait semblant de rien, puis elle a tout brûlé. Alors je dis toujours aux enfants qu'elle nous a sauvé la vie. Ah oui, elle nous a sauvé la vie. On nous a dit, voilà, là, nous allons être libérés, enfin. On se promenait avec nos drapeaux, on était heureux comme tout, on allait... Et puis c'était la libération. Les Anglais sont arrivés, et on atteint la route nationale, il y avait tous les autos, les camions d'Anglais qui sont arrivés là, et ils nous ont donné des chocolats, des biscuits, une chose qu'on n'avait pas mangé depuis des années. Ah ouais, là, on a dit merci. Ici l'ordre, hein, et on entendait l'avancement des Alliés qui étaient débarqués, qui avançaient. Voilà. Et moi, j'ai vu les tanks américains venant de l'Euphorie, qui montaient sur Montchaud, puis au croisement de Montchaud, il y avait des tanks qui se dirigeaient sur Tumery et des tanks qui se dirigeaient sur Mons-en-Pével, à pleine vitesse. Hein. Les chaînes de tanks qui dépavaient les routes tellement que
s'enfonçait. Et puis ils nous jetaient un chewing-gum. Du chocolat aux enfants ouais, qui... ouais. Ça, je me souviens, j'y suis allé aussi. Toujours avec mon papa. Oui. Oui, j'étais des bonbons, on courait tout le monde, hein. On était gamin et gamine. Moi, j'étais avec une Georgette qui avait mon âge, et puis Paul qui était plus jeune que moi, on courait pour les avoir. Hein. Oui, là, c'était sur la route qui va de Le Forêt à Montchaux. Au contraire, ils nous jetaient du chewing-gum, des cigarettes dans des boîtes métalliques, des cigarettes qui avaient une bonne odeur d'ailleurs. Et il les jetait comme ça, et mon père s'était mis à la fenêtre de chambre à l'étage. Il a voulu attraper une boîte de cigarettes, mais il n'a pas su l'avoir, mais c'est mon frère en dessous qui l'a récupéré. Là, ça nous faisait rire aussi, tout ça. Et alors c'était la grande joie, tout le monde était heureux. Même dans une certaine rue de Rovardin, les gens avaient fait un mannequin dans l'effigie d'Hitler avec la mèche, la moustache, et puis ils lui ont mis le feu, puis ils dansaient autour. Ça aussi, je m'en rappelle. Les libérateurs, on a été les voir à Montécouvé. Alors les Américains, ils nous ont pris, je ne sais pas si c'était des Américains, quoi. Il y avait des soldats, ils nous prenaient, ils nous mettaient dans les torques. Moi, j'aurais jamais su monter. Ils nous donnaient des bonbons, du chocolat, des cigarettes. Bien sûr, on ne fumait pas, les enfants, hein. Mais on était accrochés. Pour nous, c'était les sauveurs. Les années passées, on a été les voir sur la route qui va à Montchaux. On était chez Paul Duhem, c'était des amis éteigneux, c'était le copain de mon père. On était partis les voir sur la route, et la veille, on a fait des drapeaux. Au moment du 44, les Allemands qui battaient en retraite, ils sont repassés devant chez nous, au Varandin, une bonne semaine avant l'arrivée des libérateurs, des Américains. Et à un moment donné, il y avait un avion anglais, sûrement, qui s'est mis à survoler au-dessus. Et alors les Allemands, ils avaient un camion, le Bocher, je me rappelle, et il y avait une maison en face de chez nous, où il y avait une grande porte, et puis maintenue par 2 pilastres. Et le camion, il y avait des arbres pour mettre le camion à l'abri pour ne pas être vu. Il y avait un Allemand derrière le camion qui faisait signe au chauffeur pour reculer. Et à un moment donné, le camion il a accroché la pilastre qui s'est écroulée. Nous-mêmes, on était là devant à regarder. On s'est dit, ça y est, pourvu que la pilastre elle tombe sur le Boche. Non, ils l'ont évité. Et là, ils ont réussi à se camoufler. Puis l'avion n'a pas assisté, il est parti après. Et alors, quand ça continue à défiler, toutes les troupes en débandade, il faut le dire, ils étaient plus ou moins mal affublés. On sentait bien que c'était la retraite, qu'ils étaient battus. Et je me rappelle, il y avait aussi, avec des chevaux, il y avait comme une petite carriole sur pneus, avec un siège, et puis il y avait un gars qui était là, qui conduisait le cheval. Puis après, il est arrivé une Jeep allemande, une Jeep Volkswagen, avec une mitrailleuse sur la... Et là, on était en train de regarder, puis d'un seul coup, on a vu le militaire allemand qui dirigeait sa mitrailleuse. On est rentré dans la maison en vitesse. On a eu peur, il n'a pas tiré, c'était peut-être pour nous faire peur. Là, ça, on s'en souvient bien. Il ne faut pas oublier que c'est des gens qui ont donné leur vie pour nous autres. Ils ont donné leur vie. Ouais, ça, il ne faut pas l'oublier. Hein. Ouais, c'est déjà vu pourvu que. Plus que jamais, surtout dans le cadre du 80e anniversaire, et se rappeler que ces jeunes qui sont venus nous libérer, ils étaient là à combien de milliers de kilomètres de la France, qui ne connaissaient même peut-être pas notre pays, et qui sont venus malgré tout nous sauver, là, qui ont débarqué, qui se sont tous fait mitrailler par les Allemands, là, qui étaient dans leur fameux mur de l'Atlantique. Et il ne faut pas l'oublier, au contraire, des milliers d'Américains avec les croix blanches qu'ils ont laissé. Ils sont, pour ainsi dire, laissé leur vie pour nous. Et ça ne doit pas... Au contraire, il faut le transmettre aux jeunes générations pour qu'ils sachent que les Américains nous ont quand même sauvés de l'enfer nazi. Ma chienne. Bon, elle allait mettre barre bientôt. Et en allant voir les tanks à Montchaux, là, que j'étais parti vers les tanks, quand je suis revenu, les jeunes, ils étaient venus. Et dans ces jeunes-là, il y a un copain à mon père, il a Père Droubin, hein, comment tu vas l'appeler? Ils l'ont appelé Victoire. Donc c'était le jour de la victoire. Que vous dire après ces témoignages poignants? Merci à vous de nous avoir ouvert votre porte. Merci à vous de nous avoir ouvert vos souvenirs. Et surtout, merci à vous d'avoir voulu transmettre. J'espère que vous avez pris autant de plaisir
à regarder ce documentaire que nous à le filmer. Je voudrais y associer les 2 personnes qui m'ont accompagné sur ce projet, Madame Geneviève Leclerc, adjointe à la communication, et Madame Marion d'Avril, responsable de la communication de la mairie.